Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui pour un gros format et en costume, c'est pour parler de la grosse sortie de cinéma français de ce milieu d'année. Le film qui était annoncé comme la tête d'affiche de la fête du cinéma, je parle bien évidemment du film Le Comte de Monte-Cristo. J'avais très hâte de voir cette nouvelle production parce que je trouvais que les bandes annonces envoyaient du lourd. J'étais très curieuse de voir tout ce qu'on allait nous proposer au niveau costume, vous le savez j'adore les costumes, très curieuse de l'interprétation de Pierre Ninet, mais surtout de savoir comment ils allaient réussir à adapter au cinéma en 3 heures, un bouquin qui fait 2000 pages. C'était donc le défi de ce film, redorer un petit peu le blason du cinéma français, notamment le cinéma un petit peu historique, cap et épais, chose qui avait déjà été initiée avec les Trois Mousquetaires et qui, je l'espérais, allait se confirmer avec ce film. Donc ce film a-t-il sauvé le cinéma français? Oui, soyons dans l'audace. Est-ce un défi relevé ou un échec décevant? Je vous dis tout dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, servez-vous comme moi un grand verre d'eau ou un café, hydratez-vous quand même, il fait hyper chaud. Moi je vais enlever mon chapeau et ma veste histoire de me mettre à l'aise. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui aide à référencer la vidéo et qui fait plaisir. Et on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Et mes cheveux sont tout collés, évidemment. Alors, Le Comte de Monte-Cristo est une histoire qu'on ne présente plus. En tout cas, c'est une histoire qui fait partie du patrimoine littéraire et cinématographique français depuis très longtemps maintenant. Le Comte de Monte-Cristo, à la base, c'est un roman d'Alexandre Dumas, je vous l'ai dit, un roman qui fait à peu près 2000 pages, donc c'est un très gros bébé. J'annonce la couleur tout de suite, je n'ai jamais lu Le Comte de Monte-Cristo. Est-ce que je regrette qu'il n'ait pas été proposé dans les listes de lecture imposées à l'école, puisque personnellement c'est par ce biais que j'ai découvert des classiques? Oui, je le regrette un peu parce que c'est une histoire que je trouve fascinante. Est-ce que je lirai un jour? Je l'espère. Est-ce que j'en ai le temps pour le moment? Pas du tout. Mais je connais quand même les grandes lignes de l'œuvre de Alexandre Dumas grâce à ses précédentes adaptations cinématographiques. Car oui, ce film, Le Comte de Monte-Cristo de 2024, n'est pas la première adaptation de cette œuvre sur grand écran. Les premières adaptations du Comte de Monte-Cristo au cinéma datent de 1908, donc on voit vraiment l'importance qu'a cette œuvre et le lien important qu'elle a avec sa mise en image. La toute première adaptation est américaine, The Count of Monte Cristo, mais elle est suivie la même année par une adaptation française, Le Prisonnier du Château d'If. On compte ensuite énormément d'adaptations, certaines sous forme de ce qu'on appelait les romans cinéma. Par exemple, en France, entre 1915 et 1917, on va adapter Le Comte de Monte-Cristo, l'intégralité de l'œuvre, sous la forme de plusieurs épisodes. Puis par la suite, le film va être raccourci et compacté en une seule partie, qui sortira en 1923. Donc le défi de la longueur de l'œuvre était déjà présent depuis les débuts des adaptations du Comte de Monte-Cristo. Et moi, personnellement, c'est par le film de 1954 que j'avais découvert assez jeune l'histoire du Comte de Monte-Cristo. Le premier contact que j'ai eu avec l'œuvre, c'est avec le film de 1954. Une adaptation franco-italienne qui était, avant la sortie de ce film de 2024, la plus vue au cinéma avec 7,8 millions de spectateurs. Nous avons eu 3 autres adaptations durant la fin du siècle dernier, une en 1961 qui est française également. Ce film était constitué de 2 parties, tout d'abord la trahison et ensuite la vengeance, les 2 grandes étapes de la vie d'Edmond Dantès en fait dans le Comte de Monte-Cristo. Étape qu'on va retrouver quand on va parler du rythme de ce nouveau film. Une adaptation modernisée qui s'intitule Sous le signe de Monte-Cristo, où ils reprennent l'histoire de base mais où la projettent dans une autre période historique. Je ne l'ai pas vue parce qu'on ne me l'a pas recommandé. Mais dites-moi si jamais vous l'avez vu ce film-là. Et le dernier en date, c'était un film de 2002, La Vengeance de Monte-Cristo, qui était un film américain, britannique et irlandais, d'un peu plus de 2 heures, qui avait été réalisé par Kevin Reynolds. Je pense que vous l'avez aisément compris, le livre de 1844 a énormément inspiré le cinéma, et pas seulement le cinéma français, mais c'est une œuvre très délicate à adapter. De par la longueur du roman, de par la multitude de détails, de par la complexité, le nombre de décors, l'ambition que représente l'histoire de Monte-Cristo, la place qu'elle occupe dans la culture française et la littérature française. Et s'ajoute à cela, pour ce film de 2024, la comparaison immédiate et évidente qui va être faite avec les précédentes œuvres. Ils ont à leur avantage qu'aucun des films Monte-Cristo de ces dernières années, depuis les années 60, en fait depuis celui de 1954, a réellement réussi à tirer son épingle du jeu. Mais c'était donc un défi très audacieux que se sont lancés Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte en réalisant cette version 2024 du mythe de Monte-Cristo. Histoire de mettre toutes les chances de leur côté, ils ont choisi un casting plutôt très alléchant avec la tête d'affiche française, Pierre Ninet, que vous connaissez
probablement, et que j'ai eu la chance de voir, puisque j'ai découvert le film en avant-première lors du festival Nouvelle Vague, et c'était en présence des 2 réalisateurs, mais d'un certain nombre d'acteurs du film, donc ils ont un peu pu nous donner leurs impressions avant de voir le film, et on a pu rapidement avoir un échange avec eux. Ensuite, il y a également eu une Q&A, donc j'ai eu la chance de voir le film dans des conditions vraiment idéales et d'avoir un aperçu de l'équipe et un aperçu du plaisir que l'équipe prenait à parler de l'expérience qu'ils ont eue sur ce film. Mais en tout cas, ils ont choisi Pierre Ninet, qui est un des acteurs les plus en vogue en France ces dernières années. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié dans le film Boîte Noire, dont je vous avais parlé sur la chaîne. Il était également dans le dernier OSS 117, dans Un homme idéal, dans Goliath ou encore dans Mascarade. Bref, c'est un incontournable de la figure du cinéma français actuellement. Il partage l'affiche avec la magnifique Anaïs de Moustier, qu'on a pu voir dans le film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, que j'avais pas beaucoup aimé d'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo, j'en parle. Dans le film Novembre, j'ai également une vidéo dessus, ou encore dans Sauver ou périr, où d'ailleurs elle était également aux côtés de Pierre Ninet. Nous avons également Vassili Schneider, qu'on a pu voir cette année dans le film Le Vourdalac, que je veux vraiment voir. Il n'a pas été diffusé dans ma ville, c'est bien dommage, mais c'est un film qui a l'air très étrange autour de la figure du vampire, une sorte de film de genre français assez particulier, très théâtral. J'ai vraiment très envie de découvrir ce film. Et on a également Laurent Lafitte, Julien de Saint-Jean, Anna Maria Vartolomei ou encore Patrick Mille à l'affiche. Bref, un beau casting pour une adaptation plus qu'ambitieuse. Mais il est temps d'arrêter de tourner autour du pot et de parler de l'adaptation du roman. Je ne vais pas faire une partie sur le synopsis et sur l'histoire du Comte de Monte-Cristo, déjà parce que soit vous la connaissez déjà, parce que c'est une histoire qui est quand même assez connue dans la littérature et la culture française, soit vous ne la connaissez pas du tout, et pour le coup, je n'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise en salle. Ce roman d'Alexandre Dumas est un roman qui est plein de mystères, qui est plein de rebondissements. C'est un roman de vengeance et d'aventure qui, je pense, se découvre avec un œil neuf. Moi, c'est vraiment une histoire que j'ai apprécié découvrir à l'époque où j'ai rencontré le comte de Monte-Cristo et à l'époque où j'ai découvert l'histoire du comte et la trahison et toute l'aventure d'Edmond Dantès. C'est une histoire que j'avais apprécié de découvrir sans rien en savoir. Donc je me permettrai de ne pas vous faire un résumé du film et de rentrer directement dans le vif du sujet. Et comme toujours, je commencerai par la forme. J'avais de grosses attentes sur, vous le savez, vous me connaissez, les costumes et les décors. Déjà parce que ce qu'on en apercevait dans les bandes annonces vendait beaucoup de rêves, et surtout parce que le cinéma historique français, le cinéma de KPDP français, qui est en train de faire son comeback depuis, je vous l'ai dit, Les Trois Mousquetaires en 2 parties. J'avais bien aimé la partie 1, pas trop beaucoup du tout, apprécié la partie 2. C'est un cinéma qui revient avec beaucoup d'ambition, et c'est un cinéma qui repose énormément sur les décors et les costumes, et franchement, pour ce film Monte Cristo, j'ai pas du tout été déçue. Tous les costumes sont juste sublimes. C'est magnifique. Le travail du costume, le travail du détail, la façon dont chaque tenue nous permet d'en savoir tellement sur les personnages avant même qu'ils aient ouvert la bouche et avant même qu'on ait connu leur rôle dans l'histoire, la façon dont ils utilisent les codes de la période. Je rappelle que l'histoire de Monte Cristo se déroule autour de 1815, donc durant la période de la chute de Napoléon et de cette période de transition, il va y avoir les 100 jours, etc. C'est un style vestimentaire qui est très particulier, le style de la période napoléonienne, et c'est un style qui est vraiment très travaillé, très esthétique, et qui en plus, autour de la figure de Monte Cristo, est empreinte d'orientalisme, cette fascination pour l'Orient qui est très prégnante dans la bonne société française de cette époque, et je trouve qu'ils se sont vraiment emparés de tous ces codes-là avec maestria. C'est beau à voir, c'est élégant. Seule petite déception que j'aurais à dire, c'est le château de Monte Cristo. Ils ont choisi de tourner dans un vrai lieu et ensuite de transformer un petit peu l'apparence du château pour lui donner un style un peu plus oriental. Mais je trouve que les passages où on voit le château en entier, pour moi ça matche pas, ce château manque de réalité. Peut-être qu'ils auraient dû tourner dans le fameux château de Monte Cristo qui est à côté de Paris. Il y aurait eu moins de surprises et ils se seraient moins emparés, ils auraient eu moins de liberté sur l'esthétique du château, peut-être que ça aurait fait plus réel. Pareil pour l'intérieur du déco du château de Monte Cristo, il y a quelques pièces qui sont absolument magnifiques, mais j'ai trouvé que ça faisait très catalogue, j'ai trouvé que ça faisait très vide. Alors au début, le comte nous l'explique en disant je viens d'emménager, il n'y a pas grand chose, machin, je viens de m'installer, mais au fil du film et au fil de l'avancée des événements, le temps s'écoule, et là où pour moi le château de Monte Cristo tel que je me le représente, c'est vraiment un immense et énorme cabinet de curiosité, j'ai trouvé que là on était un petit peu plus timide et on avait une déco un peu trop sobre, presque un peu trop contemporaine, un peu trop actuelle. On a une déco orientaliste
très 2024 et j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus fouillis, d'un petit peu plus cabinet de curiosité. C'est parce que moi je le projette comme ça, mais sinon c'est vraiment pour pinailler. Au niveau des décors, c'est franchement sublime, les sections sont magnifiques, les lieux qu'ils ont choisis pour tourner sont magnifiques. Petit point de détail, là encore parce que je pinaille et que je suis quelqu'un de très relou, j'aurais aimé plus de beaux paysages français, plus de grandiose. Donnez-moi du grandiose. De toute façon moi j'aime ce côté-là, ce côté Lord of the Ring, vous voyez. Je veux du grand paysage naturel, je veux des cavaliers, chose d'un petit peu héroïque, d'un petit peu épique. C'est de la vengeance, c'est sombre, c'est noir, mais il y a quelque chose de très épique autour de la figure de Monte Cristo. Et pour moi ça a manqué un petit peu d'échappée sauvage, ça a manqué un petit peu de grand paysage. On est très à l'intérieur, on est très fermé, on est très dans les ruelles, on est très dans les châteaux, on est très dans les intrigues, etc. Mais j'avoue que, parce que je suis une meuf relou, j'aurais voulu plus de paysages un peu plus grandioses, comme on l'avait eu dans Les Trois Mousquetaires première partie, moins dans la seconde partie que j'ai toujours pas apprécié. Mais c'est vraiment pour faire ma grosse relou, parce que sinon, visuellement, c'est magnifique. Ils sont bien habillés, ils sont beaux, les mises en scène sont belles, les angles de caméra qui sont choisis sont beaux, les lumières! Les lumières sont sublimes. Le travail des lumières, le travail des ombres, des jeux de lumière, j'ai trouvé ça très très beau. Tout le travail autour de la figure de Monte Cristo et de la transformation de la figure de Monte Cristo. Ah oui, parce que j'ai parlé des costumes, il faut qu'on me parle des make-up artistes. Parce que j'ai à la fois des applaudissements à faire, on a des transformations physiques pour Pierre Ninet dans ce film, mais c'est incroyable. Les make-up artistes, vous êtes des génies. C'est juste bluffant. Mais comment tu peux me faire des personnages aussi bluffants et me faire un masque du comte de Monte Cristo qui ressemble à Edmond Dantès? Là, pour moi, il y avait un bug dans la matrice. C'est-à-dire que tout le concept repose dans le fait que Edmond Dantès revient sans qu'on sache qu'il est revenu et se fait passer pour le comte de Monte Cristo, ce richissime mec qui revient des Indes et qui a une figure très mystérieuse, etc. Et pour se faire passer pour le comte de Monte Cristo et ne pas être reconnu, il porte un masque, malgré la terrible balafre qu'il a au visage, qui est une gentille balafre dans le film, parce que Pierre Ninet est beau, et il faut qu'il reste beau quand même. En plus de la balafre qu'ils ont rendue sexy pour que Pierre Ninet reste sexy, normalement il est censé porter un masque qui fait qu'on ne le reconnaît pas. Bah là c'est Clark Kent le mec, c'est comme si vous me disiez qu'on me reconnaît pas sans lunettes. En gros quand il met son masque, la différence elle est aussi prégnante que la différence avec mes lunettes. Ça j'ai trouvé ça un peu crispant, parce que du coup, si tu connais pas l'histoire et que t'es un peu dans les vapes, ou je sais pas, que t'as mangé trop de sucre avant de venir, tu comprends pas pourquoi personne le reconnaît. C'est le même mec! Vous avez quoi, des steaks frites devant les yeux? Donc ça, c'est un peu crispant, d'autant plus qu'à côté, on a ces productions de make-up artistes qui sont d'une qualité, mais... Oh, j'adore! Donc, comme je suis toujours une grosse râleuse et une grosse pinailleuse, le masque de Monte Cristo aurait pu être un peu plus différent du visage de Pierre Ninet pour coller un peu plus à la cohérence globale de l'histoire, mais c'est ce qu'on appelle être relou. Voilà. J'ai parlé des costumes, j'ai parlé des décors, j'ai parlé des paysages, j'ai parlé des maquillages, je dois quand même parler des musiques. Nous avons des productions originales pour la bande sonore du film et c'est de très grande qualité, c'est orchestral, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Et par contre, petit bémol, je l'ai réécouté par la suite, notamment quand je préparais mes costumes, etc. pour me mettre un petit peu dans l'esprit du film. Et hormis les musiques qu'on a par exemple retrouvées dans la bande-annonce, et hormis la partie chantée qui est absolument magnifique de La Fiole de Monte Cristo pour ne pas en dire plus, j'ai pas trouvé que les musiques étaient si notables que ça au niveau de l'identité du film. C'est toujours un petit peu dommage, vous le savez, pour moi l'identité musicale d'une œuvre est très importante, notamment pour la faire vivre sur le temps long. Et j'ai trouvé que malheureusement on avait une musique qui fonctionne très très bien dans le film et qui s'allie très très bien aux scènes, etc. et qui apporte ce côté très romantique. Je trouve que si les décors et les costumes collent à la période et collent à l'esprit un petit peu historique aventure si vous voulez, la partie romantique du film, pas romantique au sens de romance mais romantique au sens stylistique, je trouve que ça vient particulièrement de l'accompagnement musical qui en cela apporte une vraie plus-value au film parce qu'il apporte un supplément d'âme, un supplément qui habite l'image et qui habite l'histoire. Mais en dehors du film, la musique n'a pas de réelle existence et n'arrive pas à faire durer l'ambiance du film en dehors de celui-ci. Cela encore un petit bémol, histoire d'être relou. En parlant d'être relou, il est grand temps qu'on passe au fond du film. Comment nous ont-ils dépassé le fameux défi Monte Cristo, c'est-à-dire adapter l'énorme pavé qu'est le bouquin en un film d'un peu plus de 3 heures. 2h58 pour être précis. Et je ne vais pas vous faire lanterner plus longtemps, je vais répondre directement à la question. Ils ont vraiment très très bien géré leur truc. Au niveau du rythme,
C'est très intelligent ce qu'ils ont fait. On retrouve un petit peu la fameuse division dont je vous ai déjà parlé pour le film de 61. D'abord la trahison avec Edmond Dantès, puis la vengeance avec Monte Cristo. On retrouve cette structure-là, qui est de toute façon la structure de l'histoire. Mais en plus de ces deux grands moments, si vous voulez, de ces deux grandes parties qui permettent de recréer un rythme en milieu de film quand on passe à la partie vengeance de la force, ils ont réussi à alterner plusieurs ambiances différentes dans leur façon de raconter l'histoire, qui permettent de ne pas être lassés, et ça, c'est vraiment du génie. On commence sur la romance historique. Le beau petit jeune homme qui est amoureux et qui espère pouvoir avoir la main de sa dulcinée, mais qui est de basse extraction. On a vraiment un côté très Roméo et Juliette, très la romance parfaite, la romance historique parfaite. Ça, c'est la première ambiance qu'on met en place. Seconde ambiance qu'on met en place, le côté complot. Puis ensuite, troisième ambiance qu'on met en place, là, c'est quand notre Edmond Dantès se retrouve en prison. Là, on va mettre en place tout le côté aventure, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le dépassement de soi, la découverte. On frôle même un petit peu avec le Indiana Jones style sur toute la découverte, etc. Une fois que la partie aventure est terminée, là, on rentre dans la seconde grande partie de l'histoire qui est la vengeance, et là encore, ça va être divisé en plusieurs ambiances. La vengeance va se décliner de différentes façons. La préparation de la vengeance a plutôt un côté un petit peu thriller, presque enquête, où on va tirer les ficelles, et en plus, on rencontre un tout nouveau personnage. Le personnage de Monte Cristo est très présent à l'image, beaucoup plus que Edmond Dantès, qui disparaît complètement dans cette seconde partie. Ça me donne envie de faire un parallèle avec The Batman, où Batman mange complètement Bruce Wayne dans toute la fin du film. Je suis désolée pour le parallèle complètement tiré par les cheveux, mais on est un petit peu sur le même concept. On rencontre un tout nouveau personnage, Edmond Dantès, on en fait le deuil de la même façon que Edmond Dantès fait le deuil de lui-même dans cette seconde partie, et on rencontre Monte Cristo, donc ça encore, ça donne un regain d'énergie au film. Ensuite, on retombe dans l'ambiance roman d'aventure épique. On va sortir les épées, on va sortir les duels, on va sortir les armes. On est sur quelque chose de beaucoup plus épique qui brasse beaucoup plus d'énergie, on va dire guerrière, d'énergie de combat. Et puis finalement, on arrive au dénouement et on n'a pas vu le temps passer. Et ça, c'est difficilement faisable sur 3 heures. C'est difficilement faisable sur un roman fleuve comme le roman du comte de Monte Cristo, même s'il se passe énormément de choses et qu'on a de quoi faire. C'est franchement très difficile de quand même pas lasser ton spectateur, et grâce à ces changements d'ambiance, grâce à ces différentes orientations, grâce à ce regain d'énergie de la seconde partie, de la partie de la vengeance qui commence, grâce à la découverte d'un nouveau personnage principal et la métamorphose de Edmond Dantès en Comte de Monte Cristo, et bien en fait on ne s'endort pas, on n'a pas de ventre mou, on n'a pas d'ennui, on ne voit pas le temps long, tout simplement parce qu'on voit plein de microfilms en un film, et c'est vraiment très intelligent dans la façon d'écrire ton histoire, dans la façon de filmer ton histoire, et dans la façon surtout de gérer ton rythme. Quand tu fais un film de 3 heures et quand tu adaptes une œuvre aussi majeure, tu as des choix à faire, et dans les choix qu'ils ont fait, il y a des choix, tout n'y est pas. La chambre saccagée avec le bébé, etc., par exemple, elle n'y est pas. C'est raconté d'une façon détournée par rapport à ce dont on a l'habitude et détournée par rapport au bouquin. Mais les choix qu'ils ont fait, la façon dont ils orientent cela, tout ça c'est fait dans l'optique de faire un film qui est divertissant et qui est prenant sur le long cours. Je trouve que pour moi, le défi est relevé parce qu'on a un film historique qui n'est ni mou, ni somniférant. Et c'est une amatrice d'histoire qui vous dit ça, mais c'est vrai que parfois c'est un peu... Voilà, t'as l'impression que on a mis des charentaises et qu'on est installé sur le canapé. Là, il n'y a pas de charentaise, il n'y a pas de canapé. Par contre, il y a différentes ambiances et différents regards posés sur notre histoire qui fait qu'on alterne avec naturel entre ces différentes phases et qu'on ne se lasse pas. C'est hyper intelligent. En plus de ça, on a un excellent acting et je voulais vraiment le souligner dans ma vidéo parce que du début à la fin, pour moi, on a des acteurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez que je suis relativement critique sur l'acting à la française. Je ne suis pas une fan de la façon de jouer à la française, qui est généralement associée à la comédie, à un léger surjeu, à une façon souvent répétitive de jouer, et là, aucun de ces acteurs ne fait ressortir ces traits-là. On a beaucoup d'acteurs français dans le film, certains qui sont issus de la comédie française, donc des acteurs de théâtre, d'autres qui sont issus de l'école française de cinéma, mais aucun d'eux ne tombe dans la facilité du jeu d'acteur à la française, voire du surjeu. Pierre Ninet, qui est notre acteur principal, nous livre une interprétation qui est vraiment excellente, avec déjà l'évolution même du personnage d'Edmond Dantès et sa métamorphose en Comte de Monte Cristo, comme je vous l'ai dit, qui est finement amenée et qui passe très très bien, et on vit vraiment le truc avec lui, et il nous l'a raconté d'ailleurs lors de l'avant-première que ça lui a demandé beaucoup d'efforts.
Il nous a parlé d'ailleurs d'une scène où il devait retenir sa respiration sous l'eau pour un plan séquence sous l'eau et que la panique que l'on voit sur son visage dans la scène, c'était une réelle panique parce qu'il a vraiment cru qu'il allait se noyer. Au-delà de cette petite anecdote, je veux dire, il y a vraiment un investissement de la part des acteurs et notamment de l'acteur principal qui est énorme et qui est très importante dans l'œuvre pour nous permettre de tenir sur le long cours, pour nous permettre de nous attacher aux personnages, pour nous permettre de vivre avec eux la vengeance, la noirceur qui s'amène petit à petit dans le cœur d'Edmond Dantès, la rage de l'injustice, toutes ces choses-là, on les vit dans l'histoire. L'amour aussi sous ses différentes facettes, que ce soit l'amour contrarié ou l'amour qui s'épanouit, l'amour malgré soi également. Enfin, toutes ces émotions sont vraiment portées avec une vraie intelligence dans la façon de les mettre en scène, une vraie intelligence dans la façon de les filmer également pour ceux qui étaient derrière la caméra et de les jouer pour ceux qui étaient devant la caméra. C'était très très bien. Et cela me mène à mon bilan. Je suis super contente parce que j'ai passé un super bon moment. Hormis mes petits pinaillages de meufs relous, c'est-à-dire le masque de Pierre Ninet qui ressemble à Pierre Ninet, 2-3 paysages que j'aurais voulu un petit peu plus grandioses, hormis ça, et c'est vraiment pour aller chercher la petite bête, le film est un sans faute pour moi. Alors je ne connais pas l'œuvre, je peux pas vous dire jusqu'à quel point il respecte l'œuvre d'Alexandre Dumas, mais là où je peux vous donner mon opinion, c'est sur ce fameux défi qu'était ce film, ce défi de longueur, ce défi d'adaptation, ce défi de cohérence sur 3 heures, ce défi de gestion de rythme sur 3 heures, ce défi d'adapter un tel monument de la littérature qui est aussi symbolique pour les gens, et d'adapter une histoire que beaucoup de gens connaissent déjà. Moi je suis allée en salle en sachant exactement ce qui allait se passer. C'est la recette idéale pour s'ennuyer à mort. 3 heures de film où tu sais déjà ce qui se passe, c'est la recette de l'ennui. Et pourtant je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai été absorbée par le moment, j'ai été absorbée par les acteurs, j'ai été absorbée par les décors, j'ai été absorbée par les costumes, j'ai passé un excellent moment. Et est-ce que c'est ce genre de film que j'ai envie de voir quand on parle de cinéma français? Oui, c'est ce genre de film qui pour moi devrait être des têtes d'affiche du cinéma français plutôt que Bienvenue chez les Ch'tis 14, Les Tuches 72 et évidemment Maison de retraite 32. Moi, quand on parle de cinéma français, c'est à ce genre de film que j'ai envie de penser. C'est à ce genre de grosse production audacieuse où on porte quelque chose. Il y a de l'ambition dans ce film, il y a beaucoup d'ambition dans ce film, et je suis désolée d'avoir à vous dire que ça fait super plaisir à voir. Évidemment, je n'oublie pas le film de genre français que je soutiens également énormément parce que vive le film de genre et vive les films d'horreur, mais au-delà des films de genre et des films d'horreur qui sont pas des films pour tout le monde, il faut le dire, ça, c'est du cinéma français comme je l'aime, et ça, c'est du cinéma français que j'ai envie de soutenir, et ça, c'est du cinéma français que j'ai envie de mettre en avant. C'est faire vivre une œuvre française qui existe depuis 1844, la faire revivre, la faire redécouvrir. Quand je vois, en scrollant sur les réseaux sociaux, des gens qui disent qu'ils ont vu le film et que maintenant ils ont envie de découvrir le bouquin, des jeunes ados qui ont envie de découvrir le bouquin grâce au film qui a été produit et grâce au film qu'ils ont vu au cinéma, c'est un grand oui! C'est un grand oui! Moi, je suis très contente. Et est-ce que je vous recommande le film? Tout à fait! Il est épique! Il est audacieux, il est ambitieux, et il est bien fait, et il est bien réussi. Que demande le peuple? Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est de dire que oui, c'est un blockbuster et c'est une grosse production. J'ai toujours pas compris en quoi le fait qu'il existe des blockbusters et des grosses productions est un problème. Surtout si c'est pour nous donner des trucs comme ça. Moi je dis oui. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis quand même assez contente. Toute petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo pour dire que, par contre, j'ai pas du tout compris la date de sortie du film. Du coup, le film est sorti un vendredi au lieu d'un mercredi. Le mercredi, c'est le jour officiel des sorties de films en France en salle. Là, ils l'ont sorti un vendredi, donc ils ont décalé sa sortie de 2 jours pour qu'il sorte la veille du début de la fête du cinéma. Je comprends la démarche de vouloir faire le plus d'entrées possible durant la période où le cinéma est le moins cher et le plus accessible à tous. Et je suis très contente si beaucoup de gens ont pu découvrir ce film grâce à la fête du cinéma, pour laquelle je me félicite chaque année. Alors, c'est dommage que le cinéma soit aussi cher le reste de l'année, mais c'est super de faire un moment en plus en début d'été pour inciter les gens à aller voir des films et pour inciter les gens à aller en salle. Moi je connais des gens qui ne vont au cinéma que durant la fête de cinéma, donc ça fait plaisir. Mais par contre, je suis toujours très sceptique sur le fait que le film soit sorti un vendredi au lieu d'un mercredi. Et pour les gens obsessionnels comme moi, il faut pas faire ça les gars, hein. Ça m'a énormément perturbée. Et au final je l'ai vu en avant-première, donc je vais pas me plaindre. Mais c'était la petite parenthèse de la maniaque du planning. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le Comte de Monte Cristo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi je suis ravie d'avoir vu le film, je suis ravie de l'avoir apprécié parce que j'étais vraiment pas sûre de moi après Les Trois Mousquetaires, deuxième partie que j'ai vraiment pas aimé, alors qu'il y avait ma déesse Eva Green dedans.
Donc je suis vraiment très contente d'être sortie de la salle en me disant yes, j'ai aimé, certes il y a 2-3 petits défauts de pinaillage, mais yes, c'était bien fait, yes, ils ont été ambitieux, ils sont allés au bout de leur projet et ils ont bien fait les choses. Du coup je suis ravie de vous en avoir parlé, je suis ravie d'avoir pu faire ma petite mise en scène, etc. C'est le genre de choses que j'aime faire pour parler des productions que j'attends comme ça. Donc j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi devant cette vidéo. Enfin moi à vous parler et vous à m'écouter. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir, mais surtout ça soutient la chaîne, ça met la vidéo en avant dans l'algorithme et vous le savez, le référencement c'est très important. Et d'ailleurs en parlant de référencement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire, juste un petit coucou, me dire comment vous allez, dites-moi si vous êtes plutôt chapeau de forme ou épée, dites-moi si vous avez vu le film, dites-moi si vous l'avez aimé, dites-moi si vous comptez aller le voir après avoir vu cette vidéo parce que vous étiez pas sûr de vous, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai dit tous et j'essaye d'y répondre dès que j'ai le temps. N'hésitez pas à partager la vidéo également sur vos réseaux, ça soutient la chaîne et évidemment si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir à moi, ça fait plaisir à Sirius mon chat aussi qui dort, je vais pas le déranger mais je suis sûre que ça fait plaisir et surtout bah, si vous activez la cloche vous serez prévenu quand il y a des futures sorties de vidéos. On parle d'actualité, au cinéma, en streaming, on parle aussi de séries, en ce moment on suit House of the Dragon ensemble et The Acolyte également sur Disney+, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être le Comte de Monte Cristo en salle. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même. Et on se dit comme toujours, à très vite. Comment faisaient les gens qui portaient l'épée pour s'asseoir? Oh, c'est compliqué. Ah. En fait, je vais juste l'enlever, vous la voyez pas. Bête! Mais qu'est-ce que je suis bête! Donc comme vous pouvez le voir, petite tenue Comte de Monte Cristo, j'ai l'épée que vous avez pu voir dans le short et que du coup je vais pas garder avec moi tout de suite. Je vais remettre la veste en cuir, mais seulement pour le début et après je laisserai tomber parce que, comment vous dire que... Canicule, la canicule is back, mon pire cauchemar. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait du R&B des années 90, sauvez-moi. En vrai si, je sais pourquoi, je suis très contrariée. Enfin, très contrariée. Je suis un petit peu obsessionnelle comme personne et j'ai des plannings et plein de plannings et plein de listes et des listes de trucs à faire et des plannings. Bref. Et j'avais planifié ce tournage pour ce matin, sauf que mon voisin du dessus a fait des travaux toute la matinée. Je me suis dit, ah, sur la pause midi, il va prendre sa pause, il va manger et moi je vais filmer ma vidéo. Sauf que j'avais lancé une machine à laver. Que je suis bête. Bref, mon tournage s'est décalé de plusieurs heures. Et donc je me retrouve à tourner au pic de chaleur. Mais c'est vraiment de ma faute, hein. Je suis 100% coupable. D'ailleurs, en parlant de pic de chaleur, je vais fermer la fenêtre. Parce que comme ça, s'il y a des bagnoles qui passent, on ne les entendra pas. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous remercie de vous en inquiéter. On parle de Monte Cristo aujourd'hui. Je vais chercher mon chapeau que j'ai oublié. Hop, c'est toujours aussi pratique. Ce lieu de tournage. On fait une grosse vidéo. Regardez, c'est mon chapeau. C'est celui que j'avais acheté pour la vidéo Willy Wonka qui n'est jamais sorti puisque déjà je l'avais tourné à un moment où j'étais pas très bien. J'étais pas au top de ma forme dans la vidéo, donc la vidéo était pas géniale. J'étais hyper malade pendant les vacances de Noël et au final, bah, du coup au moment où j'étais d'attaque pour m'attaquer à la vidéo, et ben ça faisait déjà 3 semaines que le film était sorti, il y avait d'autres films qui étaient sortis depuis, la nouvelle année avait commencé, les gens me demandaient de faire mon top 2023 et mon flop 2023 que finalement je n'ai pas sorti parce que pareil, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a eu plusieurs moments dans l'année, cette année où j'ai eu beaucoup de mal, jusqu'à ce que je sorte mon nouveau format beaucoup plus court, où là ça a commencé à aller mieux et j'ai réussi à rattraper un petit peu mon rythme et à quand même pouvoir continuer à faire des formats comme celui-ci, et comme ça, que j'aime faire sans avoir à... Enfin, tout en continuant à parler le plus possible d'actualité, mais en faisant un format plus rapide. Bref, je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. On parle de Monte Cristo. Donc je vais mettre mon chapeau. Je vais pas le garder toute la vidéo parce que... Ah, j'ai dit que je mettais la veste en cuir. Ah, je m'épuise. Je crois que vous en ayez marre de moi. Hein. Moi-même, des fois, je me saoule moi-même, hein, vous savez. Parce que je monte, je vois ma gueule pendant des heures. Et croyez-moi qu'entre mes tics de langage, mon côté un petit peu répétitif à cause du boulot, et le fait que j'oublie la moitié des choses, la moitié du temps. Voilà, nous sommes prêts. Oh, l'hydratation. Hydratation. Ok. Let's go. Je suis très contente de vous parler de Monte Cristo. En plus, je l'ai vu dans de super conditions puisque je l'ai vu lors du festival à Biarritz, en avant-première, en présence des réalisateurs, de l'équipe du film, de Pierre Ninet et tout. Donc, c'était très très cool. Mon épée ne coupe pas, comme vous pouvez le voir. On est parti.
Ah, j'avais oublié que cette veste grinçait à mort. Bon, va falloir trop bouger, sinon il y aura des bruits. Alors, Le Comte de Monte Cristo est une... Chut. Qui est un film britannico-irlandais qui peut faire tellement de choses avec du maquillage. On peut... Enfin, franchement, c'est juste... Vous entendez ça? Ça, c'est ma malédiction, ça. J'en ai marre. Dire, ok, ce film a dû coûter hyper cher, et ben c'était de l'argent bien investi. 50 minutes de blabla. Chaque fois que je m'assois ici, j'en ai pour des plombes. Je vais vous laisser. J'ai pas grand chose à vous raconter à part que je crève de chaud et que en plus j'ai des photos à faire après. Parce qu'il y en a certaines que j'ai fait hier lorsque j'ai testé le costume qui ne m'ont pas plu, donc j'ai des photos à refaire. Donc je vous embête pas plus, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps, je vous remercie d'avoir regardé ces scènes post-génériques où je raconte ma vie. Et prenez soin de vous, surtout, hydratez-vous. L'eau c'est la vie. Merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques et ciao.